Il en fut ainsi ce jour-là, mais il n'entendit pas la sonnerie. « Tu dormais, lui assura André. Tu t'es endormi avant moi. Je crois même n'avoir point dormi. Je te dis qu'ils ont sonné. Dépêche-toi, ils attendent. » Puis ce fut le désastre. Ils écoutèrent en vain le signal du retour. Sous la faible lueur des lampes, Amos cherchait le regard du Polonais. Mais celui-ci était buté. Il avait la tête baissée, obstinément. « Alors, bon, j'y vais. Bloqué, murmura-t-il. André s'enfonça dans la galerie. La petite lumière s'éloigna en tremblotant, et Amma la suivit des yeux. Elle diminuait au fur et à mesure qu'elle s'éloignait. Elle devint aussi irréelle qu'une étoile, qu'un verre luisant, et s'éteignit tout à fait. Et Ammar n'eut pas à attendre longtemps. L'étoile reparut, et André arriva défait, tout suant. « Un accident. J'ai tué là-bas. Il dormait sur les rails. Il a eu la tête écrasée. » « Ainsi, ils n'ont pas sonné? J'avais raison? » »« Oui, mais c'est toi qui as manœuvré. Tu l'as tué. » »« Allons, tu viens d'avouer. Tu m'as trompé. » »« Non, j'ai entendu. C'était peut-être une illusion, un rêve. Pourquoi aurais-je lancé le wagon? Est-ce que je savais que Rabat était là? Un accident, c'est un accident. Tu es un criminel. Je ne me fâche pas, cria André, car tu es jeune. Et puis, c'est ton oncle. Mais au lieu de perdre notre temps, écoute-moi, je prends la responsabilité de ce qui est arrivé. Tu n'as jamais touché à la machine. Entends-tu? Sinon, ça ira mal pour toi. Moi, je pourrais m'en tirer. Tu n'auras qu'un mot à dire. On a sonné. Oui, 3 fois, comme d'habitude. Les autres se débrouilleront. Ton témoignage nous sauvera. Autrement, je déclare que je n'ai touché à rien. Choisis. À partir de ce moment, Ammar perdit la tête. La même tache sombre reste dans sa conscience et sa mémoire. Il n'y a de net que le crâne ensanglanté de Rabat, une tête en bouillie, aux mèches gluantes, un visage effroyable, avec un gros caillot noir sur la bouche et le nez, et le globe de l'œil blanc, luisant, pris dans une petite mare qui baigne la joue. Voilà une image qu'il n'a jamais réussi à chasser, qui a failli le rendre fou, quoique maintenant il puisse l'évoquer sans trouble. Il se rappelle aussi les visages anxieux des siens qui l'entouraient, près du cadavre, à la lumière jaune, attendant son témoignage. Car il parla en effet. Il répondit aux enquêteurs qui l'interrogeaient. Oui, il avait entendu la sonnerie, et André avait lâché les wagons. Les Kabyles en étaient ahuris. C'était la sieste. Personne n'avait sonné. Ils en étaient certains, comme s'ils étaient sûrs d'Amer, un aussi et confiant en lui. Amal était aimé de la victime. Son témoignage allait être décisif. Laisserait-il verser lâchement du sang kabyle, son propre sang, pour mieux dire? Et voilà que c'étaient ses propres frères qu'il accablait, et son oncle qu'il laissait assassiner. Dans son affolement, Amal n'avait pas songé à l'indignation des siens. C'était toute l'équipe qui l'accusait.
Amar passa une horrible semaine. Il sombra dans un état d'hébétude voisin de l'inconscience. Il n'a aucune idée de ce qui se passa. Il se rappelle seulement qu'il fut convoqué devant les autorités, gendarmes, juges, avec André. Ils renouvelèrent leur déposition et signèrent. Comme il se rapprochait au Polonais, il se raccrochait à lui, et que celui-ci avait bien peur des gens d'Irenizmen. André se débarrassa du jeune homme en lui donnant un mot pour un ami d'Arras. Dans le train, on parlait de la guerre. C'était le 2 août. Amol était indifférent aux événements. Il arriva à Arras, dans une gare encombrée. La même effervescence régnait dans les rues. On ne parlait que de Boches, de troupes, de mobilisation. Il ne trouva personne à l'adresse indiquée. Puis de nouveau rien de précis. Comment les siens s'étaient-ils tirés d'affaire? Comment avait eu lieu l'enterrement? Que se passait-il exactement chez Yvonne? Il ne se posait aucune question. Mais comme madame Yvonne lui avait remis son argent, il ne cessa plus de boire. Un soir, il fut ramassé par son compatriote Ramdan. Il le trouva affalé sur un banc, ivre et sans le sou. Ramdan était le plus vieux et le plus raisonnable des gens de chez lui. Il le conduisit dans la chambre comme on conduit un enfant, et on le laissa dormir. Mais le lendemain, il subit devant tous un interrogatoire en règle. Cette entrevue lui fit du bien. Ce fut une utile mise au point pour ses compatriotes et pour lui-même. Elle lui permit de se ressaisir et lui apporta un peu de soulagement, car il osa depuis lors lever la tête. Ce qui importait pour les siens, c'était de comprendre, d'être sûr qu'Amar n'avait pas trahi son sang. Il leur importait aussi de se convaincre de leur impuissance à venger la victime. Et c'était tout. Pour ce qui était de pleurer à la barre, sincèrement, il avait eu trop de défauts pour laisser trop de regrets. Et même pour les affirmations comme « nous perdons le meilleur d'entre nous ». On admettait qu'elles étaient accompagnées chez certains de restrictions mentales. Rabah n'était pas un ange. Oui, dit Ramdan, nous perdons le meilleur d'entre nous. On l'apprendra à Erenizmen. On saura que c'est toi, un neveu, qui n'a pas osé témoigner pour ce sang qui a rougi la mine. Ce sang crie vengeance. Tu en es le plus proche ici. Notre devoir est de t'aider. Mais l'honneur du nom est entre tes mains. Tu as parlé contre ton oncle. As-tu l'intention de tuer André? Il ne s'agit pas de cela, dit un autre. Tu tiens, Ramdan, le langage des anciens. Regarde un peu Amar et ne te moque pas de lui. Nous sommes en France. Il aurait dû tuer tout de suite, dans la mine. Nous aussi, nous pouvions tuer. André est venu voir sa victime. Bon, on ne pouvait rien faire dans la mine. Dis-nous simplement, Amar, si tu as entendu la sonnerie. Je suis sûr, moi, que personne n'a sonné. J'étais là. Parle franchement. As-tu entendu? Non.
Je dormais. Vous voyez? Alors, tu as eu peur d'André? Non. C'est moi qui ai lancé le train. Toi? Cela m'était déjà arrivé, comme les autres jours. André me crie quand on a sonné. Je me lève, je manœuvre, puis nous attendons. Lorsque l'accident s'est produit et qu'André est revenu me l'annoncer, j'ai perdu la tête. Il a menacé de me dénoncer si je disais qu'on n'avait pas sonné. Il savait ce qui allait se passer. Il m'a affirmé avoir entendu la sonnerie. Comment supposer que Rabah était couché sur le rail? Je comprends, dit Ramdan. Rabah avait l'habitude de poser sa tête là-bas. L'autre jour, quelqu'un le lui reproché dans la salle, devant Yvonne et André. L'un d'entre vous se le rappelle-t-il? C'était cela. Plusieurs s'en souvenaient maintenant. D'ailleurs, pendant la sieste, André avait fort bien pu aller furtivement s'assurer que Rabah dormait à sa place habituelle. André était l'assassin. Il avait bien préparé son coup. Après avoir ruminé sa jalousie pendant longtemps, il avait trouvé un bon moyen de supprimer son rival. Si Ammar avait parlé autrement, il aurait été arrêté. De quel point lui était son témoignage à côté de celui d'André? On savait bien comment les choses se passaient dès qu'il s'agissait d'Arabes. Il suffisait de voir la manière d'enquêter. Tout le monde était pressé d'en finir. André n'avait qu'un témoin. Le pauvre Rabah avait pour lui l'équipe entière. Mais on n'insista pas. André fut mis hors de cause. Je suis prêt à parler, dit Ammar. Tant pis, s'il m'emprisonne. Inutile, mon petit, lui dit Ramdan. Tu seras pris tout seul. On nous a dit au bureau que Rabah avait voulu se suicider. Il ne faut pas qu'ils disent maintenant qu'un neveu a tué son oncle. On pesa le pour et le contre. On comprit qu'Ammar s'était trouvé dans une situation sans issue et qu'il n'y avait désormais plus rien à faire. Tuer André, c'était une solution. Mais on ne pouvait pas oublier qu'on n'était pas chez soi. On était venu pour le pain des enfants, en malheureux. Il ne fallait pas trop lever la tête. Ignorant et pauvre que l'on était, au milieu des gens instruits et puissants. Le silence valait mieux. Du reste, si Rabah s'était bien conduit, cela ne serait pas arrivé. Il avait commis une faute impardonnable. Et le châtiment, c'était justement la mort. André avait agi en kabyle. Pourquoi maintenant accabler Ammar? Dieu lui avait mis cette lourde pierre au cou, si jeune. On parla de fatalité, et on se sentit soulagé. Ammar se retrouva un peu à l'aise parmi les siens. Chacun se composa un visage. Il fallait serrer les coudes, ne pas laisser deviner le crime aux compatriotes des autres villages. Ne parler que d'accidents. Et puis il y avait autre chose qui préoccupait tout le monde. C'était la guerre. Beaucoup se faisaient débaucher, préparaient leurs bagages et s'en allaient à Paris ou vers le sud.
Bientôt les journaux annoncèrent l'envahissement de la Belgique. Les gens s'affolèrent, tout à fait, et se ruèrent hors de chez eux, encombrant les gares et les routes. Des convois de soldats passaient interminables. Ce fut une semaine de confusion extraordinaire. Amal n'eut pas le temps de retrouver son calme. Personne, parmi les gens d'Irismen, ne songeait à lui. Il s'agissait pour chacun de se débrouiller. Plusieurs étaient déjà partis sans avoir oublié de prendre leur compte. Et lui, il continuait d'errer n'importe où, au milieu des foules bruyantes, comme dans un monde étrange, ne rentrant à la chambre que pour dormir. Un soir, il ne trouva personne au logis. Le reste de ses compatriotes s'était enfui sans emporter de bagages. En bas, Yvonne était seule avec sa fille. Il garde un souvenir confus de cette nuit passée avec Yvonne. Oui, ils avaient dû boire beaucoup tous les deux et parler à cœur ouvert. La petite Marie était visiblement irritée de les voir si près l'un de l'autre, à la même table, devant une bouteille, la porte fermée. Elle comprenait la petite. Elle avait 12 ans. À la fin, elle préféra se retirer, boudeuse. Amal revoit la scène comme un songe bien vague. Yvonne avoua ses relations avec Rabah, ainsi que la jalousie d'André. Elle avait tenu tête à ce dernier. Elle ne le craignait plus et n'accepterait pas qu'il reparût.